fan de F1 qui t'apprête à consulter le calendrier de Formule 1 2023, prends soin de préalablement t'être préparé un café bien serré. Mets un Red Bull au frais et prends un siège parce que rester longtemps debout, ça fait mal aux pieds. Calquant désormais son mode de fonctionnement popcorn et Coca-Cola sur celui de la NASCAR, la F1 entre dans une nouvelle phase de son histoire, en l'occurrence la saison la plus longue de son existence, laquelle n'est pas sans rappeler les plus belles pages de Victor Hugo sur la description des rues de Paris. Interminable. Magnifique certes, mais interminable. 23 grands prix en une saison, une litanie de pays à explorer sans fin. Et comme diraient des joueurs d'échecs barbus à veste en velours et parlant russe pour la plupart, longue comme un jour sans pipe. Consultez le calendrier 2023. Pour vous donner une idée, c'est comme visionner le générique d'un Star Wars ou d'un Seigneur des Anneaux. Ça n'en finit plus. Historique, incontournable, nouveau, difficile, intéressant, atypique, dangereux, optionnel pour quelques-uns. Tels sont les circuits que nous allons visiter ensemble tout au long de la saison. Certains, pour d'obscures contingences financières, auront été oubliés par la FIA au profit de nouveaux, américains et arabes pour la plupart, dont le caractère indispensable ne me saute pas à la gueule. Plus de Grand Prix de France ni d'Allemagne, ceux-là même qui ont participé à l'élaboration des tout premiers calendriers du championnat, pour faire de la place à des épreuves se disputant dans des pays sexistes, racistes et homophobes. Tout va très bien tant qu'ils payent les millions exigés par la FIA. Ça vaut bien la peine de porter des casques bariolés pour montrer qu'on n'est pas homophobe, de repeindre les autos en noir pour ne pas exclure les personnes de la communauté et d'organiser des compétitions exclusivement féminines pour intégrer le concept selon lequel les femmes savent tenir un volant, tout en supprimant les grid girls, mais nous y reviendrons, soyez patients. Et cependant, les acteurs de la F1, pilote en tête, se débrouillent toujours pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin de nous offrir un spectacle époustouflant. Ainsi donc, sans plus de cérémonie, puisque la sobriété est synonyme d'efficacité, la voit ça, la saison F1 2023, circuit par circuit. Bahreïn. Disputé de nuit sur un circuit poussiéreux et néanmoins intéressant puisque propice aux échauffourées spectaculaires, le circuit de Bahreïn est le premier exemple de l'inclusion arabe dans un championnat jadis européen et nous devons nous en féliciter car nous y assistons à de belles courses. Le circuit étant le théâtre du premier acte de la nouvelle saison, il nous est offert la possibilité de voir quelles sont les forces en présence sans l'intox des essais d'intersaison. Lesquels essais s'y déroulent car on a tendance à éviter la pluie. Jeddah, ressemblant vaguement au circuit canadien Gilles Villeneuve de Montréal, mais en moins bien, ce circuit, troisième opus du championnat arabe par ordre d'entrée, m'interroge. Pourquoi dans un pays tel que l'Arabie Saoudite, qui ne manque certainement pas de place pour construire un circuit digne de ce nom, tel Bahreïn par exemple, devons-nous nous contenter d'un circuit large comme la cabane au fond du jardin, bordé de murs en béton, serpentant de virage aveugle en virage aveugle au bord de la ville, pour ne pas que les spectateurs aient à se déplacer? Si les spectateurs ne veulent pas se déplacer au circuit, je les informe qu'il existe un tout nouveau système pour suivre une course, sans se déplacer. Ça s'appelle la télévision, c'est nouveau, ça vient de sortir. Dangereux, difficile, atypique et relativement peu sélectif, un rendez-vous optionnel commandité par les pétrodollars. Certes, il y a parfois un concert de Johnny pour se détendre, mais bon, Australie. Melbourne est un circuit de type Montréal. Urbain puisque situé en ville, type accélération-freinage, il offrait peu d'intérêt jusqu'à ce qu'on vint à Jeddah. On s'y satisfait d'un traditionnel carton spectaculaire, la plupart du temps sans gravité. Quand on pense que les MotoGP vont à Phillip Island, ça laisse rongeur. Comme tous les circuits non permanents, il est vert en début de week-end, ce qui signifie que le revêtement n'est pas gommé par les pneus, comme peuvent l'être les circuits permanents, constamment visités par des bolides de compétition. Dès lors, la piste s'améliore au fil des tours et conséquemment les temps autour. Mieux vaut donc se retrouver le dernier en piste lors des qualifications. Azerbaïdjan. Bakou cultive le paradoxe. L'État azéri finance à grand renfort de millions de dollars l'organisation d'une épreuve en ses murs afin de montrer au monde que le pays est riche alors que les habitants y sont pauvres en dehors du centre-ville de Bakou. Le circuit constituait une ligne droite aussi interminable qu'un calendrier de championnat du monde 2023, de ligne droite entrecoupée de virages angle droit, c'est dire l'intérêt de l'exercice, et d'un virage serré étroit étroit donc, qui se négocie en première, frôlant des remparts de théâtre derrière lesquels se trouve un parking et une supérette coccinelle. Décevant. Bien que le circuit n'offre techniquement que peu d'intérêt en termes de pilotage, le spectacle réside dans sa capacité à générer des interruptions de course diverses et variées. VSC, safety car, drapeau rouge. Et qui relègue la roulette du casino de Monaco au rang de service comptable d'une banque suisse. Miami. Comme il y eut 2 gentilshommes à Vérone, il y eut 2 flics à Miami. Qui sera le shérif cette année au pied du Dolphins Coliseum Stadium? Pour ma part, le circuit offre un intérêt tout relatif d'un point de vue technique et sportif,
Même si en ces vitesses folles qu'atteignent les F1, l'exercice reste difficile pour les pilotes, d'autant qu'il y fait chaud. Certes, aller à Miami fait plaisir à Sir Lewis Hamilton pour d'évidentes raisons de bling-bling, ainsi qu'aux obèses floridiens, mais sérieusement. 2 grands prix aux États-Unis. Certes, il y a cette splendide marina à faire pâlir Monaco et Abu Dhabi, mais tout de même. Hormis les casques originaux qu'arborent les pilotes à l'occasion de cette épreuve, je ne vois dans ce rendez-vous ami que l'occasion de m'empiffrer de hot dog, de popcorn et de m'abreuver de boissons gazeuses devant ma télévision, histoire de coller à l'ambiance locale. Ne boudons cependant pas notre plaisir et montons le chauffage 2 heures durant, manière de s'ambiancer sur la marina. Emilia-Romagna, le circuit Enzo et Dino Ferrari, une scène parfaite pour contempler un nouvel échec des monoplaces rouges. Un circuit étroit, vallonné, où il est agréable de voir évoluer les voitures, jadis rapides et dangereux avant d'être défigurés consécutivement aux événements tragiques s'y étant déroulés en 1994, un 1er mai de sinistre mémoire. Il est désormais moins rapide et moins dangereux, mais également moins intéressant. Là où je m'interroge, c'est pourquoi dénaturer le Tamburello, cette magnifique courbe à gauche à fond de 6 en bout de ligne droite des stands, sous prétexte de ralentir les monoplaces, si c'est pour supprimer la chicane avant les stands. Jadis, un circuit honni, considéré tellement pourri qu'on l'a délaissé pendant des années, où on revient pour cause de Covid, et qu'on redécouvre avec émerveillement parce qu'entre-temps on a visité des circuits dessinés par Hermann Tilke, autrement dit sans aucun caractère. Dans les années 80-90, c'était le premier Grand Prix européen. Et c'est là que les écuries amenaient enfin leur nouvelle monoplace, ce qui était assez excitant. Monaco. Anachronique et princier, le ticket d'entrée y est prohibitif. Tant les riches n'aiment pas se retrouver mêlés avec le bas peuple, les gens normaux donc. J'entends par gens normaux des personnes ne roulant pas au quotidien en Ferrari, en Rolls, en Porsche, voire en Mercedes pour les moins nantis. Étroit, bosselé, peu abrasif, techniquement exigeant pour le pilote, le moteur et la boîte, nettement moins pour l'aéro qui n'y est que de peu d'importance. Le circuit de Monaco est un vieillard acariâtre qui ne pardonne pas la moindre erreur, le moindre instant d'inattention. L'exercice de pilotage y est terrible, tant en qualif où il faut être à 100% et pas à 101 car c'est direct le rail, qu'en course où il faut tenir près de 2 heures sans commettre la moindre faute. Les plus grands s'y sont distingués. Fangio, Stewart, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, Hamilton, Vettel, Verstappen. Et c'est pas un hasard. Ceux qui ont eu le rare privilège de connaître les deux considèrent que la joie d'y triompher est comparable à celle de remporter le championnat du monde, comme Le Mans en endurance ou Indianapolis aux USA. Par parenthèse, la fameuse triple couronne censée représenter ces 3 épreuves cumulées n'existe pas. C'est une invention de journaliste. Certes, il est très classe d'avoir ce palmarès sur son CV de pilote, mais cela ne donne droit à aucune couronne, à aucune coupe, pas même un petit chèque. Espagne. Longtemps assimilé au premier Grand Prix européen où étaient présentées les nouvelles monoplaces, ou à tout le moins aux évolutions majeures en succession d'Imola, le circuit de Barcelone, en périphérie de la ville et sur le territoire de Montmelo, figure au calendrier depuis 1994, en remplacement de Jerez de la Frontera, où roulent encore les MotoGP. Il fut à cette occasion le théâtre de 2 sublimes épreuves partiellement pluvieuses, ce qui est un comble dans cette région du nord de l'Espagne, puis d'un accrochage mémorable en 2016, mémorable autant que stupide, entre les 2 flèches d'argent de Lewis Hamilton et Nico Rosberg, laissant place grande ouverte à Max Verstappen pour y remporter son premier Grand Prix lors de sa première participation chez Red Bull. Circuit longtemps privilégié des essais d'intersaison, les équipes connaissent chaque parcelle d'asphalte comme le fond de leur poche. Et les pilotes chaque vibreur par leur prénom, ce qui fait que les réglages y sont optimum et conséquemment les monoplaces au plus proches les unes des autres, rendant le dépassement périlleux. La brutissante et inutile chicane avant les stands sera remplacée dès cette année par l'ancienne courbe, beaucoup plus sélective et propice au dépassement. À l'heure où on ne parle tellement plus d'écologie que je ne prends plus ma voiture que dans l'état d'esprit d'un trafiquant de drogue et qu'en dégustant un chicken burger je me sens dans la peau d'Hannibal Lecter, il m'apparaît surprenant de faire un aller-retour Europe, Amérique du Nord pour n'y disputer qu'une seule épreuve. Cela me rend particulièrement pensif. D'autant que si la ville est accueillante et les Canadiens sympathiques, le circuit est un on-off fait de lignes droites entrecoupées de freinages violents, à vrai dire pas plus passionnant que ça. Reste qu'il est old school, et donc agréable à suivre puisque étroit et bordé de pelouse. Comme à Melbourne, le circuit est non permanent, situé sur l'île Notre-Dame au beau milieu de Montréal, vert et peu abrasif. Jean Alesi remporta son seul et unique Grand Prix en 1995, et rien que pour ça j'aime ce circuit. Autriche.
Jadis dénommé Österreichring, le circuit de Zeldweg, situé au beau milieu des collines tyroliennes, est désormais propriété de Red Bull. Un circuit old school, respectant la cartographie locale, donc vallonné, bordé de prés et de fleurs des champs. Sir Louis Bell Deschamps Hamilton devrait s'y retrouver comme un poisson dans l'eau. Longue période de pleine charge, peu de virages, pourrait croire qu'il est facile. Et justement pas. Vu que si on sort mal d'un virage, l'interminable ligne droite suivante se charge de vous le faire payer à coups de dixièmes de seconde hautement chronophage. On peut également s'y accrocher, histoire d'améliorer le spectacle. On y trouvait en des temps immémoriaux d'agréables jeunes femmes en costume traditionnel, mais ces temps sont révolus car il semblerait que ce soit mauvais pour une importante partie de l'humanité. La robe traditionnelle d'un pays est donc néfaste à l'image des femmes, va falloir qu'on m'explique. Grande-Bretagne. Silverstone, the home of British Motor Racing. Berceau du sport automobile britannique planté en plein cœur de l'Oxfordshire, le site abrite la toute nouvelle usine Aston Martin dans un décor d'autant plus verdoyant qu'on est en Angleterre. Le sport automobile est une activité dangereuse, vous pénétrez ici à vos risques et périls, nous informe la pancarte à l'entrée du circuit. Tu m'étonnes, Silverstone sont des courbes à fond, reliées par des pistes d'aviation, des courbes dans lesquelles on prend 5G latéraux, pire qu'un parc d'attractions russe. Le circuit a certes bien changé depuis l'inauguration du championnat du monde en 1950, et cependant l'atmosphère demeure magique en ces lieux, comme chargée d'histoire. Stowe, Copse, Beckett, Chapel, où que vous soyez installé au bord du circuit, l'expérience est inoubliable. Hongrie. Situé en périphérique de Budapest, le Hungaroring est un tourniquet sinueux, étroit, poussiéreux, où seul Kimi Raikkonen semble s'amuser. On ne peut pas y doubler, sauf Nigel Mansell et Max Verstappen. Une incohérence du calendrier, vu que même si d'aucuns reconnaissent la difficulté de l'exercice, personne ne semble y prendre plaisir. La course est redoutable et éprouvante, car l'absence de ligne droite fait qu'on est constamment dans un virage, et donc ne laisse aucun répit. La concentration doit y être totale, le vainqueur y est rarement de pacotille, mais sérieusement, la Hongrie, Belgique. Spa-Francorchamps, planté au cœur des Ardennes belges entre la ville de Spa, également célèbre pour sa source, et le village de Francorchamps, le plus long circuit du calendrier est une sorte de Zeldweg, mais en mieux. Tellement long que les virages ne portent pas de numéros, mais les noms des villages alentours. Toboggan ardennais, il fut un des circuits les plus dangereux avec Suzuka, l'un des plus sélectifs en termes de pilotage, et s'il est désormais moins dangereux, il reste le plus beau et un des préférés des pilotes avec Monaco et Suzuka. Jardin privé de Kimi Raikkonen, il est la seconde patrie de Max Verstappen qui faillit piloter sous licence belge. Un temps de pleine charge considérable, regroupant toutes les difficultés qu'un circuit peut présenter, il est un juge de paix indispensable au championnat du monde. Comme à Monaco, seuls les grands y laissent leur marque. En 1992, on y assista à une scène digne du cinéma. Cartonné à 280 à fond de 6 dans Blanchimont, une fausse ligne droite qui se finit dans un gauche ultra rapide, Eric Comas gît assommé, au volant de sa Ligier au beau milieu de la piste et d'un épais nuage de fumée et de poussière. Les autres concurrents ralentissent, évitent l'épave tant qu'ils peuvent, une seule monoplace s'arrête, rouge et blanche. Le pilote s'en extrait, il court le plus vite possible vers l'épave de la Ligier, moteur hurlant au rupteur, car le pilote a le pied coincé sur l'accélérateur. Il se jette sur le bolide surchauffé au bord de l'explosion, arrête le coupe-circuit, puis s'adresse à son collègue dès lors devenu ami, afin de le réveiller. Il porte un casque jaune. Ce jour-là, Ayrton Senna a sauvé la vie d'Eric Comas, le pilote Ligier en est convaincu. Le dimanche 1er mai 1994, tandis qu'un hélicoptère médical se pose à proximité de l'épave encore fumante de la Williams du Brésilien, une monoplace s'arrête dans le Tamburello assassin. Son pilote est en pleurs. C'est Eric Comas. Hollande. Situé au bord de la mer dans la ville de Zandvoort, le circuit se veut old school et reprend les grandes lignes de l'ancien circuit. Sinueux, vallonné, se terminant par un banking à l'américaine. Fini les circuits ultra plats et ultra sécurisés de 12 mètres de large avec 300 mètres de dégagement. La mode revient aux fondamentaux de la course de mes jeunes années. On comprend mieux pourquoi on ne va plus au Paul Ricard. Ce circuit jadis dangereux désormais aseptisé pour école de pilotage. Dans la zone 30 du centre-ville, les 0 ont été remplacés par des 3 sur les panneaux de signalisation, le 33 étant le numéro de Max Verstappen. Les tribunes, plus encore qu'à Zeldweg, Budapest ou Spa, sont oranges, comme les tribunes de Misano furent jaunes à l'époque de Valentino Rossi. Un vrai phénomène ce Max, tous les sens du terme, tant il draine les foules. Comme tous les circuits typés à l'ancienne mode du pilotage pur et non de la sécurité à outrance, le tracé obtient mon suffrage, même si le dépassement demeure hasardeux, mais n'est-ce pas ce qui en fait toute sa valeur? Italie. Ligne droite et chicane, on pourrait penser que le deuxième circuit italien est plutôt facile. Eh ben non.
Plutôt déjà c'est le chien de Mickey. Et ensuite prendre la variante, puisque c'est comme ça que les Italiens les appellent, la variante Ascari à pleine bourre est un exercice tout sauf accessible aux maladroits. Curva grande, parabolica, l'ESMO, le moindre millième perdu dans le virage, et ce sont des dixièmes entiers en bout de ligne droite suivante. Rien de simple là-dedans. Aucun circuit n'est simple quand il s'agit d'y claquer un chrono. C'est en outre la victoire à décrocher pour un pilote Ferrari. Singapour. Rendez-vous New Look des courses nocturnes, Singapour n'a d'autre intérêt que précisément se produire à la nuit tombée, où l'éclairage est tel qu'il transforme la nuit en jour. Formidable pour le spectacle, achevé comme il se doit par un feu d'artifice, c'est à croire que la FIA pense qu'un Grand Prix c'est un concert de Johnny. Pas particulièrement fan des courses citadines entre des murs en béton parce que c'est moche et dangereux, le côté dispendieux en carrosserie à la moindre incartade me fait frémir à l'heure des économies imposées. Et je ne parle même pas de la note d'électricité. Je dois cependant reconnaître le côté réellement ardu de l'exercice pour les pilotes. Une sorte de bas-coup de nuit donc. On retourne quand en Allemagne ? Japon. Circuit privé de Honda, le circuit en 8 de Suzuka impose le respect à tous les pilotes. Dangereux, techniquement sélectif, il ne saurait couronner un vainqueur moyen. On y retrouve tous les ingrédients indispensables à un circuit de course automobile. Le turn one, les S, le virage Bianchi, l'épingle, Spoon, le 130R sont à un circuit ce que la farine, le lait, le beurre et le sucre sont à la pâte à crêpes. On rajouterait le raidillon de Spa et on aurait le Nutella. Si le circuit est exceptionnel, son exploitation laisse en revanche quelque peu à désirer. On y a frôlé plusieurs fois la catastrophe, par la faute des pilotes, mais également des organisateurs. Jusqu'au jour fatidique depuis lequel Philippe Bianchi, le père de Jules, vient d'en faire. Qatar. Dernier exemple en date de l'invasion arabe, le circuit de Losail est le théâtre d'affrontements motocyclistes depuis plusieurs années déjà. Pas de grid girls donc, puisque des femmes voilées sont là pour représenter la tradition vestimentaire féminine du pays. Au pays de Persil, la lessive qui lave plus blanc que blanc. Je trouve les tenues des messieurs très classe, mais le défi consistant à reconnaître un dos revient à jouer au golf avec des balles vertes. Le circuit est rapide, sécurisant et comme de bien entendu, la course se déroulera de nuit. Et si on mettait des réverbères au Paul Ricard, ça le fait ou pas ? USA. Welcome to Texas, le pays des abrutis à Stetson, Santiago et steak géant, où on trouve choquant des grid girls qui tiennent un panneau en robe traditionnelle, mais où on trouve parfaitement normal d'exposer 50 pom-pom girls en mini-short et décolleté plongeant pour faire une haie d'honneur dont l'utilité ne me semble pas évidente au premier abord. Après la ligne de départ, un mur. Propice aux accrochages, le premier virage à gauche annonce l'arrivée sur les S, tracés au milieu de rien. Puis vient une interminable fausse ligne droite dans laquelle Lance Stroll n'apprend pas à quoi servent les rétroviseurs, avant un freinage périlleux, puis un enchaînement donnant sur un triple droit rapide où seul Vettel et Verstappen essayent de doubler. Un circuit pas franchement top au départ, mais absolument splendide comparé à Miami. C'est dire si on est content d'y aller. Mexico. Une ligne droite bosselée où les pilotes prenaient 15 G verticaux, un enchaînement rapide en relief pris en apnée, un banking rapide à 180 degrés, dangereux et conséquemment sélectif, ont laissé place à une piste davantage propice à la pratique du snooker. Le banking relevé a fait place à une pitoyable chicane lente dont le seul intérêt est de se situer au milieu d'un stade de foot afin que les Mexicains puissent admirer les voitures de près et longtemps. Le scepticisme me gagne devant cette démarche pour le moins contestable d'un point de vue strictement sportif. Le circuit reste néanmoins attractif et l'ambiance y est festive et pimentée. La ligne droite du plus pur style azéri laisse la part belle au DRS sans lequel, à en croire la FIA, il n'y a pas d'existence possible. Las Vegas. On compte les cartes. Sinon, on fait quoi d'autre à Vegas ? À part faire tourner les voitures le long en large devant quelques obèses nouveaux riches et plein d'obèses ruinés, gavés au McDo et emplis de limonade à la coca et au cola. On compte les cartes. À part faire plaisir à sa seigneurie Lewis Hamilton, qu'est-ce qu'on vient foutre là ? Abu Dhabi. Qu'est-ce qu'on aura pu le démolir, ce circuit ? On en aura entendu des choses pas très aimables sur ce tracé. Et pourtant, on y revient. Chaque année. Pour conclure la saison. Et c'est rien de dire qu'on y a vécu des fins de saison mouvementées. Mais c'est là le seul intérêt de ce circuit tellement décrié. Pas si sûr, tant les spécificités de ce tracé en font une épreuve redoutée par les écuries. Certes, les dépassements DRS, on a des pleines brouettes, comme sur l'autoroute. Mais sans le DRS, Alonso reste bloqué toute la course derrière Vitaly Petrov. Quelques aménagements de fin d'année dernière ont amélioré le tracé, mais si Max remporte le titre avant cette épreuve, on la vivra davantage comme un soulagement que comme un bouquet final. Voilà, 23 Grands Prix. À leur seul listage, il semble que le seul encore vivant, encore debout, soit Renault. Et dire que Stefano Domenicali nous en promet 32 dans un avenir proche, rien ne me rend plus pensif. Et vous, c'est quoi vos circuits favoris ? Nous, on se retrouve sur la splendide marina de Miami, et je vous laisse avec une citation d'Helmut Marko. La saison de F1 2023, c'est 23 Grands Prix. Et à la fin, c'est Verstappen qui gagne.